Moi, je vais vous parler de la réhabilitation digestive en chirurgie colorectale. S'il y a bien un nom à retenir quand on est chirurgien, c'est celui de Kellett, parce que c'est un chirurgien scandinave qui a un peu mis en exergue cette idée du fast track, de la réhabilitation rapide. Et on est assez fiers qu'il soit chirurgien. C'est un chirurgien qui s'intéressait beaucoup à la physiologie, à la récupération post-opératoire. Et dans ce sens-là, il se rapprochait beaucoup des collègues anesthésistes. En Europe, le pas a été assez vite pris de développer cette réhabilitation rapide et il s'est rapidement formé un groupe européen dont quelques Français faisaient partie. Et effectivement, quand on voit dans le détail ce qu'est le fast track, je vais le faire une fois pour tous, je ne sais pas si ce sera refait par la suite, mais je ne sais pas si vous tous êtes un peu au courant des 17 items qu'on regarde lorsqu'on se lance dans un programme de fast track. Mais en premier, il faut déjà bien prévenir le patient qui va être pris en charge dans cette filière. Pour la chirurgie colorectale, il n'y aura pas de préparation intestinale. On va faire une charge alimentaire et liquidienne en carbohydrates immédiatement avant l'opération et si possible ne pas prendre de sédation. Une prophylaxie antithrombotique, un protocole d'anesthésie, on y reviendra notamment avec plusieurs modalités antalgiques pour éviter si possible la morphine. Prévenir les nausées post-opératoires qui sont un frein au développement de ce fast track. Utiliser, en ce qui concerne les chirurgiens, le plus possible des chirurgies peu agressives, donc plutôt la cystoscopie ou dans certains cas des petites incisions, mais toujours bien centrées, qui vont peu retentir sur la fonction respiratoire notamment. Ne plus utiliser, mais ça on le sait déjà depuis longtemps, de sonde nasogastrique, même dans la chirurgie gastrique. Prévenir l'hypothermie, ça on le fait depuis longtemps. Entraîner une restriction des fluides pour éviter la surcharge, l'œdème, mais ça on nous en reparlera, nos collègues anesthésistes, notamment Marcel Chauvin, doivent nous en parler. Éviter le drainage systématique. Autrefois, on fait une suture intra-abdominale sur le côlon. Si jamais ça lâche, c'est la péritonite. Donc, on met plusieurs drains et on drainait 3 cadrans, 4 cadrans. Et les suites étaient un peu difficiles pour ça. Ne pas mettre de longs jours de sondage urinaire. Prévenir l'iléus post-opératoire. Utiliser, si possible, je vous l'ai dit tout à l'heure quand on a vu les protocoles d'anesthésie, utiliser tout ce qui est possible pour diminuer le taux de morphinique, d'opiacés. Reprendre très rapidement l'alimentation, lever rapidement les patients, et puis toute cette boucle doit être régulièrement auditée, enfin c'est un très mauvais terme, mais réexplorée par l'équipe en entier pour voir si on peut encore s'améliorer. Alors, les Européens, avec quelques Français, dont Karen Slim, qui était un des premiers chirurgiens à s'y coller. Les États-Unis également, j'ai eu l'occasion d'avoir des visiteurs de la Cleveland qui m'ont montré ce qu'ils remettaient, ça fait une page. Ça, c'est ce que remettent les gens de la Cleveland Clinic quand ils opèrent quelqu'un pour chirurgie colorectale. Et bon, on ne va pas tout détailler bien sûr, mais c'est un peu la même chose que ce qu'on remet nous. Sur une petite feuille, les patients ont compris ce qu'on attendait d'eux quand ils rentraient dans cette boucle. Alors, ils m'ont montré un petit peu, ça se présente comme ça, ils appellent ça, eux, le fast track. Vous verrez que souvent, plutôt que d'appeler ça RAC, j'avais tellement l'habitude de dire fast track, que je dirais encore fast track. Donc, peut-être que c'est un très mauvais terme, qu'on devrait dire réhabilitation rapide, mais le fast track, ça va tellement vite que même les patients et l'équipe, on dit tous fast track. Alors, Carême avait justement réalisé auprès de la Société française de chirurgie digestive en juin 2011, donc ça fait déjà 3 bonnes années, une espèce d'enquête. Alors, il y avait eu 103 réponses, dont la mienne. Et vous voyez, quand on regarde ces 17, là, il y en a 16, quand on regarde tous ces items, tout n'était pas rempli, tant s'en faut. Alors, c'était bien sûr des chirurgiens qui répondaient. Mais vous voyez que autant l'antibioprophylaxie, tout le monde était d'accord, vous l'avez toujours. Autant ne pas poser de sonde gastrique, c'est pas ça dans les mœurs. Prévenir l'hypothermie, les chirurgiens étaient d'accord avec les anesthésistes. Pas trop remplir, c'était moins net. Et puis, il y a quand même des progrès à faire dans certains endroits. Notamment, les patients ne sont pas prévenus de comment ça va se dérouler. Donc vous voyez, tout ça, c'était une enquête qui a servi à ce qui va devenir finalement, et ce qui existe actuellement, la GRAS, on l'appelait le GRAS, qui est finalement l'équivalent de ERAS en Europe pour la France et pour les francophones. Alors, avec 3 chirurgiens et 3 anesthésistes, on a créé un groupe de pilotage, peut-être qu'on y reviendra, et puis on a fait des groupes de travail, et on a édité ça, qui est paru aussi bien dans l'organe de publication de la Société française de chirurgie digestive que dans l'organe de la SFAR, et qui s'appelle donc les recommandations lorsqu'on arrive dans un programme de ERAS ou programme de fast track en chirurgie colorectale. À Grenoble, on s'est intéressé à ça également, et Kellett avait fait un article auquel j'avais répondu en disant qu'effectivement, quand on fait du fast track, si on peut faire la laparoscopie pour la chirurgie colorectale, c'est un plus pour le patient. Il faudra toujours tenter de faire ce type de voie d'abord.
Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, avant de mettre ça sur Grenoble, c'est vrai qu'il a fallu concerter toute l'équipe. Et vous voyez qu'on a fait 5 réunions préparatoires qui ont fait facilement 2 à 3 heures les après-midi. L'équipe médicale regroupait 3 chirurgiens, dont moi-même, avec 3 anesthésistes qui étaient pratiquement tout le temps présents à ces 5 réunions. Et puis l'équipe paramédicale, on a nos 3 kinésithérapeutes qui étaient là, dont le cadre de kiné, 3 diététiciennes avec en plus la cadre de diététique de tout l'hôpital qui était là également parce qu'elle était intéressée par le concept, le cadre supérieur de santé de notre pôle, un cadre de santé, plusieurs infirmières diplômées d'État de l'unité de chirurgie colorectale que je dirigeais à l'époque, et puis plusieurs ASH et des secrétaires. En plus de ces 5 réunions de mise en place, oui, c'est assez lourd, mais il faut vraiment qu'il y ait une volonté pour le faire. On a fait 3 réunions d'information, aussi bien pour tout l'hôpital que pour le pôle ou même que pour le personnel qui n'assistait pas aux réunions de mise en place. Alors, pour ce qui concerne les kinés de l'équipe, vous voyez ce qu'on a édité, un peu comme faisait la Cleveland Clinic et un peu comme le font les Européens maintenant. Les exercices respiratoires, on utilise cette petite chose-là qui est le CliniFlow. Et vous voyez qu'on donne ce protocole aux patients qui est suivi régulièrement par les kinés. Les kinés sont prévenus dès le moment que le chirurgien voit son malade en consultation. Il dit ça, c'est un patient qui peut rentrer dans le fast track. Pendant que je dis ça, l'infirmière de consultation appelle le kiné qui vient tout de suite pour lui expliquer toutes ces choses-là et lui remettre un peu en quelque sorte comme une consultation de kiné. Donc vous voyez qu'on demande à faire 10 inspirations les plus longues possibles, de manière à amener la petite pastille jaune ici dans cette zone-là, le plus longtemps possible, 5 fois par jour, et on demande aux patients de le faire régulièrement. Et on commence cette préparation respiratoire 10 jours avant l'opération. Puis ensuite, lors de l'hospitalisation, vous voyez que le transfert, on note si le patient est dépendant, s'il a besoin d'une petite aide, on lui soutient le bras, ou s'il se lève tout seul. Donc ça, c'est noté par le kiné quand il passe tous les jours, matin et soir. La mobilité, dès le soir même, on fait marcher le patient. Donc le lendemain, il faut qu'il fasse au moins 50 mètres. À J2, c'est la longueur du couloir de 24 lits. Et normalement, à J3, il devrait marcher et monter des escaliers. Enfin, on note également la présence de malaise, notamment au lever. Alors on note soit vertige, soit nausée, soit pâleur, soit sueur. Tout ça est colligé bien régulièrement dans le dossier. Alors ces petites choses-là, je vous montre d'un peu plus près. Il y en a d'autres. Nous, c'est celui qu'on utilise qui n'est pas très cher, qu'on remet au patient lors de la consultation. Et on lui explique les exercices à faire. Donc de longues inspirations pour maintenir cette petite pastille jaune ici, en permanence, ni trop haut ni trop bas. Et le plus longtemps possible, ça aide à la fonction respiratoire. Pour nos diététiciennes, c'est la même chose. Là, on rentre toujours dans le pratique. Elles ont été partie prenante du programme. Vous voyez que la veille au soir, on donne un repas léger. Et en pratique, on amène presque un plateau normal en disant mangez ce qui vous fait plaisir. À partir de minuit, les gens ne mangent plus de solide, mais on va leur donner jusqu'à 2 heures avant l'intervention quelque chose qu'on appelle nous. Alors je suis rentré dans le détail à tel point qu'il y a des marques. Tant pis, je les donne parce que c'est ce qu'on utilise, c'est plus pratique. Mais on utilise nous du pré-op. Je sais que l'équipe d'Alex Arteuser, qui est en Belgique, je crois qu'il donne du Coca-Cola en secouant un peu les bulles, non? Ou l'Oasis, voilà. C'est sûrement moins cher que le pré-op qui est dévolu à ça. Mais bon, c'est ce qu'on utilise parce qu'on s'est dit, pour commencer, on va faire un petit peu selon les règles. Et donc, on donne 6 briquettes de 200 ml jusqu'à 2 heures de l'opération. Le but est d'éviter que le patient arrive au bloc opératoire pour son intervention complètement déshydraté. Donc, on le fait boire jusqu'à 2 heures avant l'intervention. Cela dit, s'il dort bien à 5 heures du matin, on ne va pas forcément le réveiller. Entre parenthèses, comme c'est de la chirurgie colorectale avec à chaque fois résection et anastomose, bien sûr, on aura prescrit de l'oral impact, c'est conseillé dans la cancérologie depuis 10 jours avant l'acte opératoire et on le poursuit donc jusqu'à la veille. Le soir de l'intervention, on lui donne un repas léger, puis les jours suivants, on amène carrément un plateau normal, donc vous verrez quelques photos. Les gens mangent même de la langue sauce madère le lendemain, on se dit quand même, prenez pas trop de sauce, mais c'est vrai qu'on a tendance à leur donner un petit peu de tout et ils mangent ce qu'ils veulent. Donc ça aussi, ça a un peu révolutionné la chirurgie colorectale. Alors voilà ce qu'on donne, ça s'appelle comme ça, pré-op. Je ne fais pas de publicité, on a pris ça parce que c'est celui qui était sur le marché. C'est 200 ml. Donc les patients se tapent, entre guillemets, 1,2 litre avant l'opération. Ouais. Pour l'avoir goûté, il faut vraiment le boire très très frais parce qu'on sent que c'est sucré, ça colle un peu aux lèvres. Heureusement, il y a un goût citronné, mais il faut vraiment le mettre au frigo très frais parce que c'est difficile à avaler, surtout 1 litre. Pour le chirurgien, rien de très exceptionnel. Je vous l'ai dit, cystoscopie le plus souvent possible. Il faut tenter, et vous verrez que c'est un cas de déviation dans nos protocoles. Par exemple, lundi, j'ai opéré 2 patients en fast-track. La deuxième, qui était une patiente de 130 kg pour maladie de Crohn, on a commencé à 13 heures. C'est un peu tard pour du fast-track. Donc on essaye toujours de les inscrire en premier. Mais quand on voit 2 patients qui rentrent la journée opératoire dans le cadre du protocole, tant pis, on les met quand même, mais ce n'est pas très bien. L'idéal, c'est quand même de les opérer, si possible, le matin à 8 heures.
Pour les incisions d'extraction, quand c'est possible, on évite de sectionner les muscles. Et tout ce qui est chirurgie du côlon gauche et du rectum, pour nous, on incise en transversal suspubien, mais ce n'est pas comme une césarienne, on va couper tout. On va simplement écarter les muscles. Donc et on écarte par une petite jupe plastique. Et dès l'instant qu'on enlève cette jupe plastique, les muscles recti abdominis se rejoignent. Il n'y a pas de risque d'éventration et c'est beaucoup moins douloureux que si on sectionne les muscles. Et ça vous fait des incisions de 4 cm. Pas de sonde gastrique, on l'a dit, pas de drainage quand c'est une chirurgie réglée. On est en dehors là, bien sûr, de l'urgence où vous avez des abcès, des hémorragies, on est obligé de laisser du drainage témoin. La sonde vésicale, pour nous, on la laisse encore 24-48 heures parce que c'est clair que quand on opère un cancer du rectum chez un patient, on va être à ras de la prostate, des vésicules séminales, donc enlever dès le lendemain la sonde vésicale, ça nous paraît un peu tôt. Alors, il y a des cas où ça se présente bien, mais quand les patients sont un peu âgés, qu'on les rentre quand même dans le fast track, on a beau donner un peu de Xatral pour prévenir les suites, on les laisse volontiers 48 heures, le temps que l'inflammation disparaisse un peu, mais ça, on pourra en discuter. Et puis, l'estomie sur baguette, ça pouvait être un problème à l'heure actuelle. Les patients sortent avec leur baguette et reviennent voir la stomathérapeute, parce que la baguette, on l'enlève vers le 5e jour, et vous avez des patients opérés, on en verra un tout à l'heure, opérés d'un cancer du rectum qui peuvent sortir au 3e, 4e jour. Donc, ils ont encore leur baguette. Du coup, on ne les garde pas pour enlever la baguette. Autrefois, on disait, oh là là, il faut lui apprendre à appareiller sa stomie temporaire, donc on va le garder, on enlève la baguette, on garde 2 jours supplémentaires pour lui apprendre à faire cet appareillage. Finalement, les patients, on les a prévenus avant, ils sont vus pendant les 3 premiers jours par la stomathérapeute et ils sortent avec leur baguette, ils reviennent en consultation, on enlève la baguette, on appareille et ainsi de suite. Le protocole d'anesthésie, j'ai un petit peu honte d'en parler devant vous, donc nous c'est ce qu'on fait, mais on va sûrement en reparler. Donc bien sûr, des antalgiques, une analgésie multimodale, encore une fois pour diminuer les opiacés, c'est un leitmotiv. Remplissage à minima, de la dexaméthasone 8 mg, la lidocaïne IV, c'est ce qu'on fait en ce moment, du droléptan en prévention des nausées, vomissements, et puis on réchauffe le patient, quel que soit le système qu'on utilise. Alors notre expérience, vous voyez, j'ai pris simplement cette année, grâce à nos kinésithérapeutes et à nos diététiciennes, on a nos chiffres bien tenus à jour, puisque les patients sont régulièrement suivis tous les jours jusqu'à la sortie et sont réappelés à 15 jours, suivis par les diététiciens. Donc vous voyez, on a opéré 48 patients pour une colectomie gauche, 22 patients pour une colectomie droite, 7 résections iléocoliques, surtout pour maladie de Crohn, 6 résections rectales et 4 colectomies totales avec anastomose iléorectale et 6 opérateurs. Et voici la durée de séjour. Donc ça, c'est ça qui fait plaisir à notre directrice, Madame Hubert, c'est clair. On développe beaucoup l'ambulatoire, puis on développe ce fast track, et c'est vrai que ça fait plaisir. Vous allez voir, les patients sont ravis de sortir si tôt. Alors vous voyez qu'il y a eu 3 patients ici en axe vertical, c'est le nombre de patients, et là c'est la durée de séjour, comme vous l'avez deviné. Donc vous voyez, 3 patients sont sortis, ils sont restés 2 jours, ont été opérés, sont sortis le lendemain de l'opération. 20 patients sont sortis au 3 jours d'hospitalisation, donc 2 jours après l'intervention, 22 patients 3 jours après l'opération et 27 patients 4 jours après l'opération. Là, on rejoint pratiquement, c'est un peu un échec, parce que finalement, quand on reste 6 jours, ça rejoint un peu ce qu'on faisait autrefois, 6 jours et plus, 15 patients. Alors, il y a quelques échecs de ce protocole parmi ces patients. Tout d'abord, il faut bien qu'on signale le patient. En principe, on prévient le kiné, on prévient la diététicienne pendant la consultation de chirurgie. On colle un petit post-it, ou même une petite étiquette marquée Fast Track sur le dossier du patient. On prévient les infirmières, mais parfois on ne le signale pas suffisamment à partir de la consultation. Et donc, c'est des patients qui vont rentrer par exemple un vendredi. Eh ben, si on ne joue pas le jeu, c'est vrai qu'ils n'auront pas leurs carbohydrates, ils ne vont pas manger la veille, ils vont être opérés à 3 heures de l'après-midi. Le lendemain, ils auront encore la perfusion, ce que disait Alain. Ils auront encore leur perfusion, ils auront encore... Et finalement, on rate le protocole simplement parce que toute l'équipe n'est pas au courant, d'où l'intérêt de faire régulièrement des audits et de faire régulièrement des injections à toute l'équipe en disant attention, c'est du fast track, il faut demander aux patients, souvent les patients sont informés. Donc parfois même, c'est les patients qui disent je dois être en fast track. Alors, arrêt du fast track, c'est arrivé, des patients qui n'étaient pas alimentés, pareil, ça rejoint un petit peu ça. Ils étaient bien rentrés dans le fast track, on ne les a pas alimentés, donc ils sont restés à jeun 2 jours avec une perfusion, donc du coup, ça décale tout de suite de beaucoup. 3 patients ont présenté, plus qu'un iléus, une gastroparésie post-opératoire, donc on a posé une sonde nasogastrique, et là, c'est clair qu'ils ne sont plus en mode fast track. Et puis, bien sûr, comme partout, il y a des complications chirurgicales. Donc, 5 patients ont été réopérés dans les 5 jours suivant l'opération. Et cela, bien sûr, sortent aussi du fast track. Alors, les causes d'insatisfaction des patients, comme je vous l'ai dit,
nous, en tant que chirurgiens, on suit nos patients, on les revoit en gros à 1 mois, mais nos diététiciennes et nos kinésithérapeutes appellent les patients régulièrement. Il y a un appel systématique à J15, un peu comme l'ambulatoire, il y a un appel systématique du lendemain au CHU de Grenoble. Vous voyez ce que relèvent nos diététiciennes, elles ont un petit questionnaire. Alors, voilà pourquoi les patients sont mécontents. Il y a un manque de prise en charge le week-end. C'est clair, quand on fait du fast-track le vendredi, c'est pareil, c'est pas très pratique. Alors, souvent, on passe quand même le samedi. Quand on est de garde, on peut passer le dimanche, mais pas toujours. Donc, c'est un petit peu plus désertique le week-end. Et du coup, les patients sont un peu abandonnés. Et ça peut ne pas bien marcher en fast-track, parce que quand on les fait sortir le lundi, alors que le samedi, dimanche, ils n'ont pas vu leur chirurgien, c'est un peu délicat. Communication insuffisante, toujours, on le répète, avec les médecins. Ça, c'est clair qu'il manque encore de... Pourtant, Dieu sait que ces patients-là les suivent de près, mais ça ressort. Ils trouvent qu'on ne discute pas encore assez avec eux. Il nous manque encore, nous, un numéro à joindre en cas d'urgence. Quand il y a un problème, on appelle les urgences qui appellent notre équipe de garde. Fatigue intense après la chirurgie, c'est un peu ce que nous montrait Alain Bichou avec le petit schéma où on vous dit vous sortez cet après-midi, vous trouvez que c'est un progrès. C'est vrai que ça ressort un peu. Il y a des patients qui nous disent finalement c'était un peu lourd. C'est vrai un peu, par exemple, on fait de la rectopexie en ambulatoire et avec le robot et les patients sortent et puis ils nous revoient 1 mois après, ils disent pendant 3 jours c'est quand même difficile, j'aurais peut-être dû rester. Cela dit, médicalement ça s'est bien passé, mais les gens le font remonter. C'est pas toujours commode de se retrouver, surtout si on est seul à la maison au 3e jour d'une colectomie. Et puis, bien sûr, le problème, c'est que peuvent survenir, ne serait-ce qu'un abcès, une complication post-opératoire à la maison. Et là, on rejoint effectivement, numéro à joindre, parce qu'ils commencent par appeler leur médecin qui n'est pas toujours là. Après, on rappelle l'hôpital. Puis avant de les voir en consultation pour un petit abcès quelque part, il peut se passer un certain temps. Donc peut-être qu'il faut qu'on travaille encore là-dessus. On réfléchit, comme pour l'ambulatoire, à remettre un passeport fast-track une fois qu'on l'aurait étendu à toute la chirurgie digestive chez nous. Alors, bientôt pour terminer, des commentaires personnels qui me sont venus comme ça au fur et à mesure que je faisais ce diaporama pour vous. Satisfaction en cas de succès, c'est clair que vous allez voir quelques photos, les patients sont ravis quand on les fait sortir et l'équipe est satisfaite également. Mais il faut vraiment bien expliquer ce que c'est que le fast-track en consultation, donc ça vous prend 10 minutes supplémentaires. Il faut signaler ça au médecin traitant, parce que quand le patient va sortir assez tôt, notamment le vendredi, il faut que le médecin traitant ait lu dans la lettre de consultation auparavant que ce patient va sortir très très tôt après une colectomie gauche, par exemple. Donc à 3 jours d'une colectomie gauche, il faut qu'il sache un petit peu à quoi s'attendre. C'est une dynamique de groupe, ça par contre c'est très positif aussi dans l'unité de chirurgie colorectale. Si possible, encore une fois, intervenir le matin tôt, parce que dès qu'on commence un fast-track à 14h, c'est un peu dommage, parce que le patient ne sera pas alimenté le soir, il sera encore un petit peu endormi à 18h, puis le kiné n'est plus là, on ne va pas le lever, et que l'équipe est un peu en sous-nombre, on ne peut plus les lever. Et puis ensuite, sélectionner les patients, ça a déjà été dit. Alors voici quelques photographies à J1. Ici, une jeune femme de 17 ans qui avait une maladie de Crohn. Vous voyez, elle déambule, elle a sa seringue de morphine, mais elle a très très peu, elle l'a pratiquement pas utilisée. Là, une petite dame un peu plus forte pour une sigmoïdectomie pour sigmoïdite. Ici, une petite dame pour cancer du côlon droit. Ici, un monsieur à J1 qui est déjà prêt à partir, il sortira le lendemain. Et puis là, la mascotte, une petite dame de 89 ans. Au lendemain, vous voyez encore ces 2 petites perfusions, elle fait ses mots croisés, elle sortira au 3e jour d'une sigmoïdectomie. C'est un patient que j'ai vu hier, donc je lui ai demandé s'il acceptait que je le filme. C'est un monsieur de 84 ans qui en a fait une résection haute du rectum, qui est sorti à J4 avec sa fille qui est kiné en urologie. J'ai le droit de vous montrer ça parce que j'ai leur autorisation d'hier. Et vous voyez qu'ici, le petit, enfin on ne le voit pas bien parce que c'était avec mon iPhone, mais c'est marqué Fast Track. On colle sur le dossier qui est encore papier. Ça, chez Grenoble. On colle ce dossier, cette petite marque Fast Track. Et puis enfin, si ça veut bien partir, un petit film de 50 secondes pour vous montrer un patient que j'ai opéré lundi. Un patient qu'on a opéré lundi d'un cancer du rectum, donc il a une anastomose, un monsieur de 54 ans, une anastomose colorectale basse mécanique protégée par une iléostomie. Et donc on l'a filmé le lendemain soir de son intervention, on est à 36 heures. Voilà, donc mon interne l'a filmé. Voilà, donc exercice, comme on vous disait, vous voyez, ça c'est le lendemain de l'intervention, il aspire pour tenir sa petite... On lui dit allez, levez-vous. Voilà, le monsieur, vous voyez, sa stomie commence à donner, c'est le lendemain de l'intervention, elle est opérée le matin à 8 heures, cancer du rectum. Hein. Voilà, le patient lui dit allez sur la moitié du couloir comme ça, revenez dans votre chambre. Vous voyez qu'il a l'air plutôt bien. Alors il y avait du son où il disait qu'effectivement il était très satisfait et qu'il doit sortir aujourd'hui. Donc on l'opérait lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà qu'il va sortir au 3e jour d'une résection rectale. Et il va sortir avec son iléostomie. Et quand mon interne lui demande est-ce que vous recommanderiez cette intervention à d'autres patients, il dit oui à 100%. Voilà. Bien. J'en ai terminé, merci. Non, mais j'espère pas avoir trop mordu. Non, c'était parfait. Le timing est respecté, mais vous savez, j'essaye de garder le timing pour permettre la discussion. Non, mais restez donc avec nous. Est-ce que il y a des questions dans la... Oui, s'il vous plaît, allez-y. Puis voilà, notre but c'est une interactivité. Alors allez-y.
On fait un lavement la veille au soir, 500 millilitres. d'eau. C'est très débattu. On avait fait une étude avec le GRECA, groupe de recherche en chirurgie coccyale du rectum. On avait dit on va prendre un groupe où on prépare, un groupe où on ne prépare pas. Il faut préparer les rectums, donc ça on l'a confirmé. Mais on avait laissé le mode de préparation à l'idée du chirurgien. Donc pour notre part, plutôt que de donner 3 litres de purge ou 4 litres, puis vérifier comment c'est 48 heures avant, la veille au soir, les infirmières passent 500 ml avec une sonde rectale. La veille au soir, oui. Moi, je voulais... Oui, moi j'avais plusieurs questions. Non, mais c'est pour Alain. Non, moi je dis, il y avait une stomie de protection. Et ceux qui n'ont pas de stomie, est-ce que vous vous comportez de la même manière? Parce que moi j'ai des chirurgiens digestifs qui me disent, ouais, mais tu comprends, on n'a pas les mêmes malades, tu me fais sortir le deuxième jour, ils sont sélectionnés, mais s'ils n'ont pas repris leur transit, parce que bon, ça arrive, hein, parce que ceux qui ont une stomie de protection, moi je veux bien, mais les autres, qu'est-ce qu'on répond au chirurgien digestif qui vous dit, non, c'est de la folie, il ne faut pas faire ça? La réponse est simple, j'ai l'impression que quand il va y avoir une complication, ça ne va pas bien dès le début. C'est rare qu'un patient est vraiment très très bien, qui déambule comme le patient que vous avez vu à J1, qui déambule comme ça et qui brutalement il fasse sa péritonite. Et quand il a fait en plus, même si c'est des petits signes avant où il est un peu mal, ça peut aller jusqu'à J15. Donc c'est pour ça qu'autrefois on regardait les gens jusqu'à J15. Mais quand ça va bien comme ça, c'est vraiment au jour le jour. C'est pour ça qu'il faut voir les patients matin et soir. Mais quand ça se déroule bien comme ça, qu'il y ait une stomie ou pas, on laisse partir les gens. Et il y a eu effectivement un patient, Marcel, il y a eu un patient effectivement qui est sorti et qui à J15 est revenu, M. Poulet, et qui avait une fistule sur son trajet de... Je fais une petite parenthèse. L'argument, ce n'est pas les mêmes patients, c'est ce qu'on entend à l'hôpital, en tout cas au CHU à Paris, pour pas que les choses évoluent. Et on sait très bien que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un bon argument. Marcel. La chirurgie colique, quels sont tes critères de sortie? Parce que tu nous as montré des fois c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours. Est-ce que pour toi, par exemple, la reprise du transit, c'est un élément indispensable ou pas? Ou est-ce que les patients sortent comme ça? Non, en fait, c'est vraiment, on les pousse vraiment à sortir très tôt. Et il y a un signe d'ailleurs, et j'ai opéré l'autre jour une petite dame de Jordanie qui avait un cancer du rectum, on n'a pas fait de stomie, une dame qui parlait qu'anglais, et elle avait avancé son argent, donc je lui ai dit prenez au moins 5 jours pour un cancer du rectum en fast track, et elle est sortie au 2e jour parce que le lendemain ça allait bien, elle avait un beau-frère qui habitait à l'aéroport pas loin, donc finalement elle était chez son beau-frère le lendemain. Donc je n'ai pas de critères très formels, simplement on dit aux patients vous sortirez le plus vite possible, et ça peut être à 2 jours. Alors, vous avez remboursé? Oui. Alors, moi, j'ai plusieurs questions pratiques parce que bon, l'idée, c'est quand même qu'on puisse après importer dans nos institutions. Vous parlez que les malades se plaignent d'un défaut de communication avec les médecins. Mais est-ce que c'est réellement avec les médecins qu'ils ont envie de communiquer? Est-ce qu'une infirmière de liaison ou, voilà, ne serait pas suffisante pour parler aux malades, recueillir leurs besoins et après orienter sur les médecins s'il le faut? Probablement que si on ne doit pas suffisamment parler à nos patients, c'est clair que les 2 patients que j'ai opérés lundi, je les ai vus matin et soir, on les voit avant, on les voit. Mais même comme ça, quand ils sortent, qu'ils ont encore un petit peu mal ou qu'on les met un petit peu en rue parce qu'on pense que ça va se passer bien, c'est vrai qu'ils auraient préféré parler encore plus et de vider. Alors peut-être qu'une infirmière pourrait le faire, mais on a déjà nos diététiciennes et nos kinés qui sont tellement pris dans le jeu qu'ils les appellent. En laissant même leur numéro parfois dans l'hôpital. Donc les patients peuvent rappeler la diététicienne, il y a une espèce de connivence qui s'installe, mais malgré ça, ça ressort quand même. J'aurais bien voulu voir le docteur Faucheron plus longtemps. Alors parce qu'il y a des systèmes actuellement avec des échanges de SMS avec les opérés quand ils ont quitté l'hôpital pour voir comment ils vont, s'ils ont fait l'examen, etc. Assez précis. Vous pensez que ça ne pourra pas se substituer à la communication qu'attendent les malades? Ça serait une excellente idée, oui, de pouvoir remettre aux patients une espèce de portable et puis qu'ils puissent mais il y a actuellement des boîtes privées qui proposent tout un système de suivi par SMS, par mail et qui les gèrent et qui ne recommuniquent aux médecins que les problèmes qui ont été. Voilà, je dis ça parce que bon, il faut profiter de la technologie moderne actuellement. Alors, quel est le pourcentage de malades qui refusent, qui vous disent moi, j'ai droit à 8 jours d'hospitalisation après une colectomie, donc moi, j'ai pas envie de rentrer plus tôt parce que voilà, on me les doit, non? Eh ben, c'est très peu. Parce qu'on les sélectionne en amont, c'est toujours des gens jeunes qui, quand on leur dit vous allez rester que 3 jours, ah bon, c'est magnifique, je veux bien. Donc ils sont plutôt adhérents. Par contre, on les a sélectionnés en amont. C'est vrai que les 85 non, mais d'accord, les sélectionnés, mais il n'y en a pas qui vous disent moi, bon voilà, j'ai droit à 8 jours d'hôpital après la colectomie, j'en profite. Par contre, on leur dit qu'après, s'il y a besoin de 3 semaines d'arrêt de travail, on le fait s'ils sont un peu fatigués. D'accord, mais eux, pour l'hôpital, non. S'ils me disent non, je veux rester plus longtemps, on leur dit que c'est pas comme ça, qu'on est à flux tendu et qu'il faut sortir vraiment tôt. Et puis on les menace de l'infection nosocomiale, ça marche pas mal. Si vous restez trop longtemps, oh là là, vous allez faire une infection. Alors je leur fais la liste, infection urinaire, phlébite, ce qui est un peu vrai. Mais... Alors la dernière question, moi j'ai noté dans votre exposé qui était très intéressant et voilà, je pense qu'on a tous beaucoup de choses à prendre pour les importer, que vous avez mentionné
que la directrice était contente, ou le directeur était content, on est bien content pour elle, mais on n'a pas trop parlé des équipes soignantes, des patients. C'était intéressant de voir que dans le contentement, vous mettez en avant, le directeur est content. Non, c'est la remarque que j'ai fait entre parenthèses sur les durées de séjour, c'est tout. Sinon, tout le reste, j'ai bien marqué d'accord. qu'il y a même une dynamique d'équipe. Non, mais ça, c'est vrai. Voilà, quand on fait ces réunions avec l'équipe, c'est vraiment une bonne dynamique et ça resserre les liens. Bien, ben écoutez, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez mis au point un listing de critères de sélection formalisés, ou est-ce que c'est juste je dirais votre intuition qui va dire que... C'est plus l'intuition, et puis c'est vrai qu'il faut voir un petit peu le profil du patient, parce que certains sont clairement hors fast track. Parfois on part sur du fast track, puis l'anesthésiste à côté, parce qu'on s'arrange pour que les patients qu'on opère soient vus par l'anesthésiste juste à côté. Il avait dit, écoute Jean-Luc, c'est peut-être pas raisonnable en fast track, parce que là, il me paraît quand même un peu fatigué, même si tu prévois un geste assez simple du côlon droit, il a quand même un problème cardiaque. À ce moment-là, on le sort du fast track, on lui réexplique. Mais on les a tellement sélectionnés en amont que les patients adhèrent et qu'il n'y a pas ce problème-là. Vous êtes parti de ce protocole existant, vous les avez constitués au travers des 5 réunions de travail que vous avez fait? Comme on avait travaillé en amont avec Marcel qui est ici, enfin avec les 3 collègues anesthésistes et puis les 2 autres collègues chirurgiens, on a fait une bonne littérature, donc on connaissait un petit peu tout ce qu'il fallait mettre dedans. En plus, mon bon copain Alex Carteuser m'avait expliqué plusieurs fois comment ça marchait, donc je sais qu'ils sont en avance sur nous là-dessus, mais comme le reste de l'Europe. Et donc c'était assez facile de prendre un peu ce qui existait déjà. C'est comme ça d'ailleurs j'ai appris que Préop il donnait plus parce que ça faisait un peu plus cher que de donner simplement du Banga. Oui, je vois qu'il y a 2 questions dans la salle. Est-ce que la prise en charge en post-opératoire, notamment après la sortie, est formalisée avec le médecin traitant, des infirmières, les kinés, ou est-ce que c'est un petit peu le patient qui rappelle et qui revient quand il y a un souci, ou est-ce que vous les revoyez systématiquement, combien de fois ? C'est effectivement pas assez formalisé. On leur dit vous serez suivi par la diète. Voici le numéro à appeler pour avoir une diététicienne tous les jours. Elle sera rappelée à 15 jours. La stomathérapeute qui a des stomies, c'est pareil. Elle revoit le patient assez vite pour la baguette ou pour appareiller. Mais les stomies, il n'y en avait pas beaucoup. Sur les 87, il y en avait que 6 ou 7. C'est pas tellement formalisé. Simplement, on les revoit plutôt à 1 mois en tant que chirurgien. Et puis, c'est un peu tout. Donc, c'est pas assez formalisé pour le. On devrait remettre un passeport pour bien expliquer. Pratiquement la même question. Alors, pas tellement, pas plus que ça, mais simplement dans le courrier de consultation, on dit bien au patient qui va rentrer, alors j'ai ma phrase habituelle, il va rentrer, on va l'opérer par voie celluloscopique en mode ambulatoire, en mode de réhabilitation rapide, et il devrait sortir de notre unité de chirurgie colorectale vers le 3e, 4e jour. Donc le correspondant le sait, mais ça s'arrête là. On n'a pas fait de grands enseignements post-universitaires. Alors, dernière question. Même pas, je n'ai pas regardé mes chiffres. Là, j'ai demandé à sortir ça. Oui. Ah oui, mais quand on voit les patients sourire comme ça, on est trop content. Je ne sais pas combien on gagne. Autrefois, c'était plutôt 10 jours. D'ailleurs, quand on voit le point, quand on voit CHU Grenoble, la moyenne des cancers du rectum, on est à 10,5 jours. Et puis le côlon, ça doit être à peu près pareil, quoi. C'est sûr que... Eh ben, il faudra que je regarde sur ces 80. Là, je ne l'ai pas fait. C'est vrai qu'il faut regarder sur ces 87 là depuis les blindés. Mais il y a de tout. Il y a des crocs, mais on doit être à 4 jours. Vous avez, grâce à cette stratégie, vous avez diminué la durée moyenne de séjour. Donc il y a des lits qui ont été libérés. Ces lits, vous les avez fermés? Non, parce qu'on augmente le recrutement. Vous avez augmenté l'activité. Ah oui. Bon. Là encore, il faudra voir avec Madame Hubert, elle va être contente de moi. On a fait plus 16% mais pourquoi vous auriez pu? Non, mais vous auriez pu tout à fait les rendre. Moi, je pense qu'il faut aller vers la diminution du nombre de lits. Non, on a ouvert 6 lits depuis qu'on a Madame Hubert. Bon, écoutez, en tout cas, un grand merci. C'était particulièrement intéressant. Merci.